Hello! Tu Salut Nico. tu fais le même «hello» qu'on a eu avec François Lemay, hier. Ouais, c'est juste que, je suis un peu plus drôle que lui, mais sinon, ouais, c'est vrai que, C'est ça. Cher Ludo, est-ce que tu pourrais, pour les membres de ma communauté qui ne te connaissent pas encore, te présenter? Qu'est-ce que tu dirais de toi? Qui est cet individu? alors, bah, écoute, moi, je suis, si je devais me présenter comme ça, tu vois, souvent, j'aime bien dire ce qui vient. Oui, Je suis plutôt un aventurier de la vie, mais qui a passé les premières 40 ans de sa vie à juste regarder l'aventure sans la faire. Hein, en tant qu'ancien timide, à observer pourquoi les autres sont comme ça et à sentir au fond de moi qu'il y avait, du potentiel, qu'il y avait quelque chose et puis, bah, de faire cette aventure-là d'abord intérieure, tu vois? À l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher les outils, tout ça, pour finalement, bah, commencer l'aventure extérieure maintenant, hein. C'est-à-dire comment je peux amener justement, tout ce que j'ai pu découvrir à l'extérieur et surtout en faire profiter les autres, pour pouvoir justement, bah, amener, heu, bah, vous en avez parlé, mais cette théorie polyvagale, cette science du nerf vague, cette science de la relation, eh bien, au plus grand nombre pour pouvoir, justement, bah, faire en sorte que, ça puisse aider, ce monde, ces gens à être, beaucoup plus en sécurité, surtout en ce moment. Donc ouais, je suis vraiment un aventurier, je continue mon aventure toujours à dans cette quête, voilà, de pouvoir souvent on parle du bonheur, d'être heureux, finalement on en parlera, mais du coup j'ai d'abord traversé la quête de comment on peut être en sécurité d'abord, et quand je parle de sécurité, c'est, à l'intérieur de soi, pour pouvoir, finalement être peut-être vraiment heureux. Est-ce que je l'étais avant ou est-ce que, on tu parlais un peu, est-ce que j'étais au service de ma survie ou est-ce que j'étais au service de ma vie? Ça, c'était, toute la question et oui, j'étais au service de ma survie et là, j'espère de plus en plus être au service de ma vie. ouais, de plus en plus et un peu mieux chaque jour, telle est la quête, des humains que nous sommes. C'est intéressant parce que tu vois, tu dis, voilà, pendant ces 40 ans, j'observais et cetera. Il y a forcément un lien avec Aurore avant, si tu avais pu conscientiser, identifier tes talents qui étaient déjà là, simplement ils n'avaient pas Ouais. encore émergé et cetera, dans l'environnement dans lequel tu étais, peut-être aurais-tu passé un peu moins de temps dans, cet état, dans ce contexte et tu aurais pu faire ces switches avant. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait la complémentarité entre son intervention en début de soirée et puis la tienne maintenant. Oui, parce qu'en fait, c'est clair que, quand moi j'ai découvert les talents, tout ça avec Aurore, Oui, d'un certain côté, il y en avait, j'étais pas surpris. oui, oui, Parce qu'en même temps, oui, c'est quelque chose que je sais faire, mais en même temps, je les optimisais pas du tout c'est ça. et c'est vraiment cet état interne qui permet, comme les fleurs, hein, de faire grandir, en fait. Si tu as l'environnement, c'est là Mhm. où, tu peux avoir, le meilleur engrais, l'eau. Si tu as pas la terre qui est propice à faire grandir, bah, ça grandit pas et pourtant tu mets tout en place pour que ça arrive. Donc là, c'est Mhm. vraiment ça, moi, qui m'a permis de comprendre que, comme tu en parlais, si on veut le succès, la réussite, mais que ça soit le succès dans notre santé, dans nos relations, Absolument. dans notre activité, peu importe, voilà, comment on définit le succès, Oui. bah, finalement, cette phase de sécurité est pour moi, primordiale pour pouvoir y arriver parce que sinon on passe par d'autres schémas, par d'autres chemins, qui nous amènent à devoir nous reconditionner encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort, jusqu'au moment où ça peut casser, quoi. Alors, ce que je voudrais bien que tu expliques, parce que, comme tu le sais, dans ma communauté, il y a à la fois des gens des entreprises, des managers, des DRH, et on a des personnes également de ma communauté qui sont issues du sport de haut niveau, et notamment des sports collectifs. Et ce qui est très intéressant pour toi, parce que tu as été préparateur mental à un moment donné, c'est qu'à travers la TPV, tu redonnes une forme de primauté au corps. Je Mmh. traduis. Enfin, je traduis pas parce que c'est toi qui vas traduire. Je pose le sujet et tu vas traduire. Le sujet, c'est que ce que tu défends à travers cette théorie, et j'aimerais que tu puisses nous expliquer ça, c'est que tout ne se joue pas dans le cerveau, contrairement à ce que beaucoup de personnes nous laissent entendre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'il en est, pour le coup, très physiologiquement là-dessus, parce que je trouve que c'est très, très, très éclairant dans le modèle dont tu es devenu l'expert. Ouais, bah, en fait, c'est assez simple parce que j'en ai fait moi-même l'expérience étant, ancien sportif de haut niveau en rugby, observant aussi mes capacités à pouvoir,
parfois être dans cette confiance, d'autres moins. Certains moments, je suis parti aussi dans cette quête de me comprendre à travers ça et bien sûr, la première chose que l'on fait, c'est d'aller voir là où la lumière est allumée. Hein, tu connais, cette histoire avec les clés, du gars qui est, un gars Vas-y, qui est, explique-la. Je l'adore, elle est très explicite. Vas-y, vas-y. un gars qui est sur un trottoir et puis on le voit, il cherche un peu partout et puis il y a un autre gars qui passe, il dit: «Je peux vous aider monsieur? Qu'est-ce que vous avez perdu quelque chose?» Il dit: «Bah oui, j'ai perdu mes clés». Il dit: «Mais vous les» et le gars, il est sous un lampadaire et il dit: «Mais vous les avez perdues là?» Il dit: «Non, je sais pas si je l'ai perdu là, mais en tout cas, il y a de la lumière ici». Et en fait, bah, nous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on met son focus, là où la conscience est et au départ, la conscience, elle est quand même ici, hein. C'est là où, tiens, j'ai des pensées, je me rends compte de choses et donc on a l'impression que, bah, comme la conscience est ici, tout se passe ici. Et donc, bah, je me suis engagé, bien sûr, en tant que préparateur mental, les neurosciences, à, justement, m'aventurer dans ce cerveau pour mieux le comprendre afin que, bah, je puisse, mieux me comprendre aussi. Et puis, finalement, il y avait certaines limites, c'est-à-dire que, je me rendais compte que, ce cerveau et que j'adore du coup maintenant prendre du recul en observant les gens qui donnent une identité à leur cerveau, tu sais? C'est: «Ah oui, mon cerveau», comme si c'était pas moi, tu sais? C'est mon cerveau, tu vois? Ouais, très Ah, juste, très juste. bah oui, parce que le cerveau, il fait ci, mais tu sais, comme si j'étais dissocié de ce cerveau, mais souvent cette dissociation, elle est liée justement à un manque de lien parce que je le comprends pas. Et à ce moment-là, et bien, je suis par hasard, j'aime bien toujours dire ça par hasard, tombé sur la théorie polyvagale et ces dernières recherches en neurobiologie qui permettaient justement à travers le nerf vague de comprendre le lien entre le corps et le cerveau. Et là, au bout d'1 heure de formation, la thérapeute américaine, elle sort avec son PowerPoint une phrase qui tout de suite m'a dit: «Mais» enfin la phrase m'a rien dit, mais la phrase était, «80 des informations, qui passent par le nerf vague vont du corps au cerveau et seulement 20 des informations vont du cerveau vers le corps». Et là, je dis: «Beh, ça serait intéressant quand même d'aller voir, ces informations qui viennent du corps et qui vont vers le cerveau». Et c'est là où finalement, j'ai observé le cerveau d'une autre manière. Pas comme celui qui est le maître, mais plutôt le Mmh, serviteur joli. et au service des informations qu'il reçoit. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien et qu'il répète les choses, ça veut dire qu'il organise, il orchestre à partir des informations qu'il reçoit. C'est un peu, je prenais une autre analogie, comme un chef d'orchestre. Mais c'est pas le chef d'orchestre qui écrit les partitions. Et donc lui ne fait que faire jouer à l'orchestre les partitions qu'il reçoit. Et c'est là où, tout d'un coup, le corps prend une grande influence, et notamment le nerf vague, puisque, eh bien, si 80 des informations vont du corps au cerveau, eh bien, peut-être que si la qualité de ces informations est meilleure, le cerveau aura, la possibilité de faire jouer une meilleure musique à son orchestre. Mmh. Et quand on apprend que si le nerf vague est dérégulé, eh bien, ça entraîne justement, du stress, de l'anxiété, eh bien, notre cerveau, il fait un peu comme il peut à travers les informations qu'il a reçues. Alors là, je parle uniquement de ces aspects-là, mais quand on comprend ensuite que, tout notre passé est ancré dans notre système nerveux autonome à travers notre corps, mais on peut comprendre que, tous ces conditionnements du passé, aujourd'hui, conditionnent notre psychologie et c'est là où, en dessous de cette phrase, il y avait écrit en gros: «Notre physiologie conditionne notre psychologie». Mmh. D'où l'intérêt de se dire: «Je vais peut-être m'intéresser à cette physiologie si je veux, justement, conditionner ma psychologie de manière différente». Comment est-ce qu'on peut, Ludo, on entend ça, on a plein de leaders donc de l'entreprise, de la vie de tous les jours, du sport de haut niveau qui sont là. Du coup, dès lors qu'on entend ça, on a tout de suite envie de se dire: «OK», comme tu l'as très bien dit, puisqu'il y a 80 des infos qui viennent du corps au cerveau, autant que je puisse envoyer des informations qualitatives. Comment est-ce que je peux accéder là, maintenant, ici, et les personnes qui sont là en live avec nous ou qui écoutent en replay, à: «Tiens, mon corps, il me dit quoi en ce moment?» Alors, il y a la possibilité pour certaines personnes et d'autres non. Puisque, OK. il y a un grand nombre de personnes qui sont, on appelle dissociées, hein. C'était mon cas avant, c'est-à-dire que je vivais que ici, Ah. hein. J'appelle ça un cerveau sur pattes. J'étais un cerveau sur pattes, mon corps servait à déplacer mon cerveau et toutes les personnes qui sont dissociées vont avoir des difficultés, en fait, à ressentir, ces informations-là. Est-ce qu'il y Les a est-ce autres, qu'il y a est-ce qu'il y a beaucoup de gens, de ta connaissance, qui sont dissociés en moyenne? de plus en plus.
Ah, Hein, vu l'environnement dans lequel on vit, on a tout intérêt, entre guillemets, à se dissocier. Pourquoi? Parce que notre corps capte énormément d'informations et en fonction voilà, de ces informations qui remontent au cerveau, on a intérêt aussi à des fois couper ce champ d'informations pour éviter de souffrir, puisque notre système nerveux, il nous protège de la mort, hein, c'est notre système de survie, mais aussi nous protège de la souffrance, de la douleur. Donc tout ce qui peut nous amener à ressentir de la douleur, eh bien, on va aussi parfois s'en dissocier. Alors, avec toutes les informations, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est normal que beaucoup de personnes aient tendance à se dissocier et à éviter justement de ressentir ce qui se passe dans le corps. Mais pour autant, mmh. on peut le faire, bien sûr, en prenant plus de temps et en observant. Alors, c'est ce qu'on appelle une conscience qui est transposée au corps, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est juste observateur de ce qui se passe dans notre corps. Alors la respiration est un bon moyen déjà de ressentir ce qui se passe dans notre corps. Et je Tellement. vais je vais juste partager un truc qui, moi, m'a tout de suite dit: «Ah putain, ouais, c'est vrai que j'ai jamais fait ça et pourtant je sens beaucoup mieux ma respiration comme ça». Tu sais, des fois quand on respire, on nous dit de mettre la main sur le cœur ou la main sur le ventre et quand j'avais fait ma formation de théorie pyramidale, elle disait: «Mettez vos mains sur vos côtes, sur le côté». Et du coup, que tu respires par le ventre ou au niveau des poumons, eh bien, tu sentais que ton corps, il bouge déjà. Tu vois, il y a quelque chose qui bouge. Ensuite, de pouvoir, au niveau de la circulation sanguine, toi, sentir qu'il y a des choses qui se passent dans ton corps. Il y a du sang qui circule, le cœur qui bat. Là, en ce moment, il fait chaud, donc de la chaleur. Toi, plutôt que de rentrer tout de suite dans «Ah, il fait chaud», où est-ce qu'il fait chaud dans mon corps? Tu vois, se poser des Mmh. questions, de dire, voilà, où est-ce qu'il fait chaud? Et prendre l'habitude de dire, je suis en colère. Où est-ce que je suis en colère dans mon corps? Où est-ce que ça s'exprime dans mon corps? Hein, je suis en joie. On pourrait demander aux gens, tu vois, de dire rien que ça, regarde, je suis hyper joyeux. Hein, où est-ce que ça s'exprime, cette joie dans mon corps? Il y aurait Mettez beaucoup de gens qui auraient de difficultés à le dire, tu mettez-nous vois? ça en commentaire, on va mettre les 2. Est-ce que vous pouvez exprimer dans votre corps où est-ce que la colère s'exprime? Ouais, Moi, je sais pour moi, c'est dans mon bas-ventre à gauche. OK. Et où est-ce que la joie s'exprime dans votre corps? Arrivez-vous à y accéder? On a le droit de pas par exemple, pour la joie, j'ai un peu plus de mal à le mobiliser. Est-ce que vous avez déjà pu, sentir ou ressentir ça? Essayez d'y réfléchir sans trop le mentaliser. Ça peut être Ouais, intéressant qu'on voit, ouais. juste observer. En fait, Voilà. c'est vraiment, toi, ce que j'ai remarqué, c'est en tant que préparateur mental, c'est comment, que je disais, ouais, mon cerveau peut être le maître de mon corps et là, c'est tout l'inverse. Comment il peut être le serviteur? C'est-à-dire que Ouais. plutôt que de chercher, de laisser venir. Tu vois? On ne cherche pas la sensation, on laisse Mmh. venir et peut-être qu'il se passe rien, c'est OK. Grande On différence, peut ouais. scanner un petit peu et te dire: «Tiens, je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, je me focalise sur un endroit. C'est pas par hasard. J'accueille, juste ça». Tu vois? Plutôt que de dire: «Tiens, ouais, non, je vois pas pourquoi ça serait là» et je cherche comme s'il y avait un endroit que moi je devais savoir, Ouais, connaître et c'est que c'est ça. non, 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 je ne sais pas. C'est mon corps qui me communique justement ce qui est en train de se passer, l'expérience que je suis en train de faire. On a de la colère dans les intestins et dans le genou droit chez Jean-Christophe, dans la mâchoire chez Soline, pour commencer dans les premiers commentaires. Hyper intéressant, hyper intéressant. Et donc, effectivement, c'est un moyen de, de ne pas aller chercher, mais laisser venir ce qui se joue dans notre corps qui nous permet d'accéder un peu à cette partie qui est Ouais. importante. C'est ça. Ensuite, il y a, je terminerai par les choses, qui sont même les plus simples. On va Ouais. commencer par, ce qui peut être le plus complexe. Il y a un terme qu'on utilise en théorie polyvagale qui s'appelle la neuroception. La neuroception, c'est notre capacité à ressentir notre système nerveux en action. Alors Mm. pour, faciliter les choses, notre système nerveux, notamment je parle du système nerveux autonome, c'est vraiment ce qui va relier, tous nos organes à notre cerveau et donc le nerf vague est le principal nerf pour ça. Et notre neuroception, c'est notre capacité à ressentir justement de l'insécurité. Et du coup, si on développe cette neuroception, eh bien, ça va nous permettre de pouvoir éviter d'être concentré sur l'histoire qu'on se raconte de ce qu'on est en train de vivre, à la différence de l'expérience que je suis en train de faire. Je suis en train de Mm. faire une expérience d'insécurité. Si j'ai pas conscience de ça, bien sûr, l'information va aller au cerveau et le cerveau va devoir donner du sens à ça. Et malheureusement, il ne donne pas forcément le bon sens tout le temps, puisqu'il fait avec les informations qu'il reçoit. Hein, donc il va essayer de trouver une histoire qui peut correspondre souvent à l'histoire ancienne, hein, et du coup, je répète un peu les mêmes schémas. Donc de pouvoir ressentir. Une des façons de le faire, c'est aller dans les transports en commun, observer comment vous vous sentez à la proximité de d'autres gens.
d'accord? Hein, Mmh. et voyez comment, justement, on peut avoir le ventre noué, on peut serrer les fesses, hein, on peut, voilà, avoir des tensions, ne plus respirer, et bien ça, c'est notre système nerveux. C'est pas nous qui avons décidé, c'est notre système nerveux qui met cette réaction en place pour éviter justement, enfin pour nous dire que nous sommes en insécurité. Nous percevons une insécurité. Ou ça peut être quand on est, dans des environnements, très bruyants également, ça Très peut générer des bruyant, choses comme ça. il fait très chaud, hein, là, quand il fait chaud et qu'on se lève pour aller fermer la fenêtre, ou pour ouvrir la fenêtre, enfin non, il Oui, fait chaud, donc pour fermer la fenêtre ou pour mettre un ventilateur, c'est notre système nerveux qui a envoyé l'information pour que notre cerveau orchestre la réponse. Il faut se exact. lever, sinon à un moment donné, on se met en insécurité. Il y a le regard des autres aussi qui est Mmh. important. Regardez les autres et observez ce qui se passe quand vous regardez les autres. Faites Ça, c'est ce jeu intéressant. dans la rue. Ouais, ça, je veux bien la reprendre parce que tu sais qu'une des peurs majeures des êtres humains est la prise de parole et notamment la prise de parole en public. Effectivement, du coup, ça peut être l'occasion, de faire ce jeu que tu donnes là, de non pas de qu'est-ce que vous vous racontez si, vous vous trouvez devant des gens à parler ou un peu sur la lumière à devoir le faire, mais plutôt, c'est là où tu nous invites à faire, quelque chose de fondamental, je trouve. Qu'est-ce que vous ressentez dans ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe en vous, dans votre corps? Ouais, c'est ça, ça aide énormément à faire la différence entre l'histoire et l'expérience, Mmh. d'accord? Parce qu'on fait une expérience et je te dis souvent l'histoire n'est pas la bonne. Aurore en a parlé un peu, hein, où, si on change d'état, on va changer d'histoire, hein. Ce matin, j'étais en mode, ce qu'on appelle en mode sympathique, donc il fallait que je me dépêche, j'avais un rendez-vous, je vais mettre de l'essence et j'avais 10 minutes pour mettre de l'essence, c'est bon. Si tout se passe bien, j'arrive à mon rendez-vous à l'heure. Et là, je devais passer à la caisse de l'essence et en voiture et là, bien sûr, quand je mets de l'essence, je vois une dame avec un chèque. Oh my God, un chèque! Encore de nos jours, qui prend des plombes pour noter avec la carte d'identité, il en faut 2 et nin nin. Donc je finis de mettre de l'essence, la dame s'en va, c'est bon. Il y a une voiture qui avance et il y a un gars qui arrive à pied. Je dis: «Bon, il doit venir pour des fois, tu sais, des bouteilles de gaz ou des choses Oui. comme ça», et puis le gars, je vois, il commence à parler avec la fille, caisse et tout, ça va pas. Je vois qu'il commence à gueuler, j'ouvre la fenêtre pour écouter ce qui se passe et en fait, le gars, il voulait mettre, du GPL dans des bonbonnes de gaz, mais il a pas le droit de les transporter, donc ils veulent pas qu'ils mettent du gaz et le gars, il décide de ne pas bouger. Il dit: «Non, moi je ne bougerai pas, je resterai là». Donc moi, je suis en voiture, C'était derrière ce gars-là. le président du comité anti-ludo, tu sais? C'est ça. Donc la dame appelle la sécurité, le gars il dit: «Ah bah voilà, vous appelez la sécurité, mais qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi, vous», et les voitures commencent à s'entasser derrière, ça commence à klaxonner, il y a un papy qui sort en gueulant et moi je dis: «Qu'est-ce que je fais?» Moi je suis en mode, je suis en train de rater mon rendez-vous, donc vous pouvez pas vous pousser juste, et là je passe en état de sympathique, tu vois? Et quand je suis en état d'insécurité à ce moment-là, il y a plus que mon histoire qui compte. Son Oui. histoire ne compte plus, il y a que la mienne. La mienne, c'est je dois arriver à l'heure et tu es responsable là du retard. Si je me mettais en sécurité, je changerais l'histoire et j'aurais une relation différente à lui. Je pourrais lui dire: «Écoutez monsieur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que ça vous dit peut-être de vous mettre sur le côté? Qu'est-ce qui se passe?» Enfin, toi, d'avoir une relation, un lien plutôt que tout de suite tomber en insécurité. Et là, c'est mon histoire qui prime. Je m'en fous de son histoire. Et là, le problème, c'est qu'on ne peut plus créer de lien. Alors ça, on le rencontre énormément, en entreprise, dans la mesure où, si je suis dans un état d'insécurité, mon insécurité, ce que je suis en train de ressentir, si j'ai pas connaissance de l'expérience, l'histoire, ça va être quoi? C'est qui est responsable de ce que je suis en train de vivre? OK? Donc qui est responsable? La société, mon patron, mon collègue sont responsables de ce que je suis en train de vivre. Alors, ils peuvent avoir un impact là-dessus, bien sûr, mais ce que je suis en train de vivre, ça m'appartient. C'est à moi, c'est en moi, c'est là. D'accord? Donc je suis responsable de ce que je suis en train de vivre et je suis surtout responsable de pouvoir le changer, le réguler afin de passer dans un autre état qui soit plus propice à la création et non à la protection. Parce que sinon, je suis en train de me protéger. C'est pas normal, c'est injuste, c'est ceci, c'est cela. Donc si j'ai pas conscience de ce qui se passe dans mon corps, je peux me fier qu'à ma tête. Malheureusement, ma tête soit me raconte les mêmes histoires qu'avant, ou soit essaie de me raconter des histoires qui sont cohérentes par rapport aux informations qu'il peut recevoir. Donc D'où l'importance. dans ce moment-là, pour changer ton état, on revient à des pratiques de type j'identifie ce qui se passe en moi et de respiration et ou autre chose? Non, ça peut vraiment suffire en fait. C'est à partir du moment où c'est difficile à faire. Je dis que moi j'ai gueulé aussi à la pompe,
Mais Oui. j'ai gueulé en conscience, toi. J'ai pas envie de passer en sécurité, j'ai pas envie de passer en ventral. Je vais l'écraser, quoi, c'est tout. Toi, mais en conscience. Mais l'avantage, c'est que 2 minutes après, j'étais revenu au calme. Parce que, pour la majorité des gens, ce qui est le plus problématique, c'est pas l'insécurité, c'est le temps qu'on passe en insécurité après, la situation ou après l'expérience. D'accord? Donc, on n'est pas des surhumains. Moi, je m'énerve, enfin voilà, et c'est OK. Mais par contre, en ayant conscience de ce qui se passe, je peux plus rapidement me réguler à travers de la respiration et ce qui marche pas, c'est juste qu'on veut respirer alors que, tu sais, notre tête nous dit: «Allez, respire», notre corps dit: «Non, on reste dans cet état-là parce Mmh. qu'il y a de l'insécurité». Donc on ne peut pas créer le lien avec l'insécurité et lui dire: «Je t'ai entendu, je t'ai vu et on va se réguler, c'est terminé» ou alors on réglera les choses plus tard, mais toujours en lien avec ce corps. Sinon, on le fait qu'avec notre tête et il y a une résistance et du coup, on ne respecte pas l'expérience qu'on est en train de faire. En plus que si on reste, tu disais, le souci, c'est pas d'être en insécurité, c'est le temps qu'on va y passer. D'autant que plus on passe de temps en insécurité, plus on va générer du cortisol, l'hormone du stress. Et le Ouais. cortisol, on sait que, par exemple, si je suis dans le chat, essayez de réfléchir à la dernière fois où vous êtes bien énervé, où vous avez été fort en colère, où c'est vraiment monté en vous. Et une fois que vous réfléchissez à ça, dites-nous combien de temps vous avez été dans cet état-là, dans l'état de colère, de frustration. Ça peut être dans une situation comme Ludo a connu, etc. Ouais. Et du coup, ce qui est important de savoir, vous nous mettez dans le chat, là, le temps que j'explique ça, combien de temps vous y êtes resté? En minutes, en heures, en jours? On va voir. Ce qui est important, c'est que le temps pendant lequel on est en insécurité, en colère, en frustration, etc., on génère donc ce cortisol et l'impact de ce cortisol dans notre corps fera qu'il y a un coefficient multiplicateur de 60, c'est-à-dire si j'ai été en colère pendant 2 minutes, je vais amoindrir et diminuer mes résistances immunitaires pendant 60 fois, c'est-à-dire pendant 2 heures. D'où l'intérêt, mine de rien, au passage, d'essayer de faire que ça soit pas trop long, cette histoire-là. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi? Pour 2 choses. La première chose, c'est que du coup, en entraînant cette réaction, qui est en cercle, hein, tu vois, en cortisol et tout ce qui se passe, le corps envoie des informations au cerveau et est en train de lui dire: «On est encore en danger, on est en danger, on est en danger». Donc si on n'a pas conscience de ça, on a tout intérêt à être encore plus vigilant ou encore plus vigilant puisqu'on est en danger. Tu vois, ça tourne, hein, et donc à ce moment-là, on est coincé dans, cet espace qui fait que ça peut durer très longtemps, hein, Hmm. et la deuxième chose, c'est, qu'à travers, le cortisol, notamment, qui va créer énormément d'inflammation dans le corps, le nerf vague permet justement de revenir au calme. On appelle ça un anti-inflammatoire naturel, hein, puisque comme il permet de revenir au calme, il va aussi vous permettre, à travers votre santé, eh bien, de pouvoir retrouver un corps en santé, en vitalité, parce que l'énergie n'est pas consommée pour notre survie, notre protection, elle est du coup consommée pour, pour créer, pour se régénérer, pour la vie en fait, hein, et c'est là où tout d'un coup, tu sais, quand on parle de la vie à l'extérieur, moi j'aime bien parler aussi de la vie à l'intérieur. Et quand on est en colère, dans cette insécurité, on est en mode survie. Et du coup, notre corps n'est pas en mode vie. Il ne peut pas faire son job. Et c'est pour ça que je parle de serviteur et de maître. Parce que Hmm. moi, je dois être le serviteur de mon corps, je dois l'aider. Tu sais, souvent, j'ai une phrase que je mets à la fin de mes mails, c'est attends, il faut que je la retrouve le début. C'est ah oui, prends soin de ton air vague pour qu'il prenne soin de toi. Voilà, donc prends soin de ton nerf vague pour qu'il prenne soin de toi. Parce que si j'entraîne ce nerf vague et que je développe ce qu'on appelle le tonus vagal, ma capacité à revenir au calme très rapidement, en sécurité, eh bien ça va permettre, on parlait de performance au début ou de succès, bien sûr ça va me permettre d'avoir accès à mes capacités. J'adore quand les gens disent: «Tout est possible», mais j'adore encore plus quand ils permettent aux gens que tout soit possible, qu'ils mettent dans l'environnement où les choses qui sont possibles, peut-être pas tout, que les choses qui sont possibles, elles vont pouvoir justement se mettre en place parce que je suis dans l'environnement propice à ça. Parce que Ouais, sinon, on en revient aux fleurs qui poussent pas dans un environnement qui est trop aride. c'est pour ça que des approches de type prépa mental où tu vas te répéter des affirmations, tu les répètes, tu les répètes, tu les répètes, mais ton corps t'envoie le message inverse, t'envoie le message au secours, j'y arriverai pas, c'est compliqué, ne servent à rien. Et que c'est vraiment l'idée de mettre ton corps dans cet équilibre et cette sérénité pour qu'ensuite il puisse renvoyer le message au cerveau, tout va bien, et là que tu puisses performer. Oui, bien sûr, ouais. Et que alors que à la fois je puisse performer ou que je puisse ne pas performer, mais en sécurité.
Ou en tout D'accord? cas, que C'est-à-dire je que puisse donner le meilleur de moi dans l'état dans lequel je suis à ce moment-là. exactement, et que si j'échoue, je Oui, reste en sécurité, en lien avec ce qui se passe, plutôt que dire: «Oh ça, il faut que j'évite ça», et ouais, donc ouais, sinon ouais. je vais mettre des conditionnements en place pour éviter ça et je continue à me protéger. Ouais, performer dans mon expression était, mais c'était pas précis, être en capacité de donner le meilleur de moi dans mon potentiel et mes conditions du moment. Ouais, ouais. Bah, Ouais. voilà, tout en sans qu'il y ait d'enjeu, on va dire, d'enjeu de survie, toi, d'enjeu Oui, 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 de oui. plaire, l'enjeu de pas être déçu, de pas tu vois? Aucun enjeu. J'y vais et puis je verrai bien et là j'ai le potentiel pour faire quelque chose. On verra ce qu'il en est. Quelque chose qui est très important aussi, que tu transmets dans ton approche, et qui moi m'inspire énormément dans la dimension du leadership, qui est le sujet de la co-régulation. Mmh mh. Autrement dit, la capacité que l'on a en fonction de notre état d'agir sur l'état des gens qui sont près de nous. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais, alors ça, c'est quelque chose pareil qui m'a passionné dès le départ parce que j'ai pu, l'observer dans le sens inverse, c'est-à-dire, l'influence des autres qui pouvaient avoir une influence négative sur moi, Ouais, hein, dans parce les 2 qu'on appelle sens. ça, voilà, la corégulation ou la dérégulation. En fait, il faut savoir que nos systèmes nerveux communiquent avant même qu'on en ait conscience, hein. Il y a une demi-seconde qui se passe entre, les informations qui sont envoyées, directement de corps à corps avant que, il y ait, justement cette conscience. Donc, nos systèmes nerveux communiquent entre eux. C'est pour ça qu'assis à côté d'une personne, on peut se sentir bien ou pas sans avoir parlé. C'est uniquement que je perçois que la personne est en sécurité ou pas. Moi, j'adore regarder les animaux. Pour moi, c'est nos maîtres au niveau instinctuel, et là, on parle d'instinct. Eh bien, les animaux vont prendre ce temps-là de savoir s'ils sont en sécurité en présence de l'autre animal ou pas. Hein, donc il va y avoir un temps justement d'adaptation et eux, ils n'ont pas la parole, ils vont pas parler, mais par contre, ils vont ressentir et ce qui va leur permettre de sentir directement s'ils sont en sécurité. Le meilleur exemple que je prends avec, les animaux, c'est le cheval. Si vous montez sur un cheval et que vous êtes complètement coincé, inhibé, bizarrement le cheval, va le ressentir, va être lui-même inhibé, il va se dire: «J'ai un gros boulet sur moi, il doit y avoir un danger quelque part parce que je ressens du danger». Hein, si Je je veux suis juste, plutôt excité juste prendre vas-y. cet exemple à Ludo, parce qu'en plus, je sais que le cheval, c'est un environnement qui t'est cher. Ouais. J'ai fait une expérience récemment avec Jean-Christophe Walter, qui nous suit là dans le sommet, et qui m'a fait une séance autour du cheval, où j'ai pu vivre l'expérience, me rendre compte qu'effectivement, si je suis en mode appréhension, tension, si je veux, je vais exagérer peut-être, le dominer, l'amener à faire des Ouais. choses, et Mmh mh. cetera, mais c'est impossible que ça Ouais. fonctionne. Et par contre, dès que tu te centres sur toi, tu génères le calme en toi, tu es pas dans les questions d'enjeu de ceci, de cela, tu lui fais tout faire au cheval. C'est Bien sûr, juste ouais. absolument extraordinaire. C'est vraiment, je te dis, le cheval est très sensible donc voilà, si on est en soi-même en sécurité, eh bien, il va le ressentir. Donc s'il le ressent, il va pas développer justement, la fuite, le combat ou se cacher dans un coin. Je vais te Mmh. donner parce que tu en parles, mais moi j'ai un cheval de course, et qui est une jeune pouliche qui a 2 ans et demi et Tu et ça les là, il y jeunes a pouliches, en fait, hein? ouais, ouais. Ça, c'est un autre sujet, mais bon et heu et son entraîneur qui est une jeune entraîneur en qui on fait confiance, qui l'entraîne de manière, tu sais, vraiment, écologique. Il y a des massages, ouais, on prend soin du cheval, tu vois? Le cheval, il aime courir, c'est une trotteuse de nature, donc elle est dans ses talents justement et elle vient de nous envoyer un message, dit: «Mais c'est dingue depuis que vous êtes passés, comment est le cheval, quoi?» Mmh. Parce que là, tout d'un coup, il trotte, il y va et elle, l'entraîneur, elle est plutôt anxieuse, elle réfléchit beaucoup et je lui dis: «Réfléchis pas, dis-toi que» et elle fait ça maintenant, c'est une championne, vas-y, entraîne-la comme une championne et pour qu'elle, elle évite justement d'avoir un impact sur le système nerveux du cheval qui va se demander: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens de l'insécurité?» et ça, on appelle ça le réflexe d'orientation que nous, on a aussi. Il faut que je trouve l'insécurité. Si je ressens de l'insécurité, il faut que je le trouve. Hein, donc Mmh. obligatoirement, si on ne l'a pas dans notre environnement, on va le rechercher dans nos références passées. D'accord? Donc si, par exemple, tu parlais de parler en public, si je ressens de l'insécurité en montant sur scène, c'est qu'il doit y avoir, une raison. Si la raison, elle est pas autour de moi parce que j'ai que des gens qui sourient, la raison, elle doit être dans ma mémoire sur une expérience passée. Pourquoi je ressens ça?
Et là, je vais me raconter une histoire qui n'est souvent pas la bonne. Hein, parce Mmh. que si je suis en insécurité quand je monte sur scène, c'est normal parce que mon système nerveux doit s'adapter, d'avoir un temps d'adaptation pour savoir s'il est en sécurité. Ça ne concerne ni les autres, ça ne concerne que moi et je dois le laisser faire pour pouvoir l'amener en sécurité afin, toujours pareil, d'exprimer mon potentiel. Donc, cette co-régulation, cette capacité justement à transmettre nos états nerveux, ils sont hyper importants parce que le leader, pour moi, a une mission qui est très importante, c'est d'offrir cet espace de sécurité aux autres, pour que eux puissent s'exprimer dans leur potentiel. Parce que si le leader, lui, n'est pas en sécurité et en insécurité, il va le transmettre et les autres vont être en insécurité et devoir donner du sens à l'insécurité qu'ils reçoivent. Ils ne savent même pas pourquoi. Et ça, c'est important parce que ce soit en entreprise, mais même avec nos amis, nos enfants, notre famille, et de pouvoir justement être dans l'état dans lequel savoir se mettre en sécurité. Et je vais même te donner des trucs en avance. L'année prochaine, on va développer des gros piliers d'action sur les entreprises, comment apporter cette sécurité en entreprise, sur les enfants, à l'école, pour les parents, comment développer la sécurité chez les enfants, chez les femmes, comment permettre aux femmes de se sentir vraiment en sécurité, et chez tous les personnels soignants, accompagnants, pour qu'ils puissent apporter cette sécurité au patient qui est dans le lit et qui c'est lui qui va se faire opérer dans 1 heure. C'est à moi de le sécuriser, mais pas avec mes mots, avec mon état. Les mots arriveront et même peut-être aucun mot n'arriveront. Juste mon visage suffira, juste Et un oui, sourire suffira. Donc c'est absolument. important, voilà, de pouvoir avoir conscience de ce pouvoir et de pouvoir justement savoir se mettre dans cet état de sécurité qu'on appelle le vagal ventral pour pouvoir offrir un espace de sécurité à l'autre. Mmh. Ouais, tu vois, j'aime énormément quand tu dis, je viens de le noter, la mission du leader, c'est d'offrir un espace de sécurité aux autres. Et d'autant plus quand on est dans des endroits avec des fonctions, que ce soit dans l'entreprise, dans le sport de haut niveau, où le collaborateur, le coéquipier, l'athlète va se dire, oui, mais celui qui est au-dessus m'évalue en permanence, peut prendre des décisions qui vont avoir de l'impact et de l'importance sur moi, etc., etc. Et ça peut exister, mais effectivement, si on est capable d'apporter la sécurité à l'autre, et je rebondis sur l'intervention de Stéphane Moriou hier, me permet d'échanger des feedbacks croisés de l'un à l'autre assez naturellement pour notre élévation singulière, bienveillance en même temps. Ça, c'est ma caméra qui refait des blagues comme avant-hier, à la fois C'est avec mieux comme ça, je bienveillance. préfère comme ça en fait. Ça ne m'étonne pas de toi. Pour que avec des feedbacks croisés qui permettent bienveillance et exigence, du coup, c'est chouette. Je suis désolé, mais je vais revenir. Voilà. Ouais, c'est important aussi que tout le monde sache que c'est naturel chez l'être humain d'être en sécurité pour créer le lien. C'est naturel. On a été conditionné depuis tout petit avec nos expériences de vie et même intra-utérin et même transgénérationnel à être en insécurité. C'est normal d'être en insécurité. Hein, c'est le job de notre système nerveux aussi de nous protéger. Mais par contre, on a tous cette capacité naturelle à pouvoir être en sécurité et le partager aux autres. Et plus on recherche justement à le faire naturellement, moins on cherche à le faire consciemment en disant qu'est-ce que je dois faire? Allez, je dois sourire, je dois ceci, je dois cela. C'est bien, mais mon système nerveux, moi, si tu es en sécurité, en insécurité, il va le ressentir même si tu as un beau sourire. Hein, et c'est là on va se dire, je sais pas pourquoi, je le sens pas. Alors que si on se dit stop, j'arrête de vouloir paraître, j'arrête de vouloir avoir une attitude consciente et je vais laisser vraiment mon corps dans l'état de sécurité pour que ça soit une attitude naturelle de sécurité. Et moi, depuis que je fais ça, franchement, je regarde des fois mes mains qui bougent toutes seules, ok, je suis en lien alors que j'étais un ancien timide et je m'observe en train d'être en sécurité avec les autres, créer du lien, faire des blagues, dire quelque chose qu'avant je n'aurais jamais dit, ou me permettre de faire des blagues comme ça en me moquant des gens et les gens les prennent bien parce que au-delà des mots, ils ressentent mon état et ils ressentent cet état de sécurité. Et dans la sécurité, c'est quoi les émotions qu'on vit? L'amour, la compassion, la gratitude, la fierté. Et du coup, il ressent ça à travers l'expérience qu'il est en train de faire et il ne ressent pas la moquerie ou des choses qui pourraient le toucher. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à
pour le coup, à des athlètes qui ont une compétition, tu as cette expertise-là également, qui a une compétition pour laquelle ils se fixent trop le sujet de l'enjeu, des conséquences, etc., pour pouvoir se préparer avant le moment pour pouvoir performer au milieu de leurs conditions. Alors, je ne sais pas si ça va être préparé juste avant, mais en tout cas, une certaine réflexion à avoir. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps, jusqu'au moment où j'étais confronté à ça. J'avais pas le choix que de penser de cette façon-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça va parler. Si vous êtes sportif et qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé au pied du mur, vous n'aviez pas d'autre choix que d'agir d'une certaine façon. Et le terme qu'on utilise, c'est « je n'ai rien à perdre » à ce moment-là. La question à se poser, c'est qu'est-ce que j'avais à perdre avant ? D'accord? Qu'est-ce que j'avais à perdre avant, à ce moment-là? Hein, et de se poser la question, de se dire, «J'espère que je vais gagner, j'espère», et de se poser: «OK, qu'est-ce que j'ai à perdre dans l'expérience que je vais faire?» La plupart du temps, on va associer ça à notre incapacité. En fait, ce qu'on va perdre, c'est le lien à nous-mêmes. D'accord? Oui, C'est le lien à nous-mêmes. Je vais pas m'aimer, je vais m'en vouloir, je vais être déçu, je vais être frustré, je vais me mettre en insécurité et l'insécurité va amener la séparation. Donc, prendre conscience que quand j'ai quelque chose à perdre, quand il y a un enjeu, la chose la plus importante que j'ai à perdre, c'est le lien à moi-même. Et si je perds ce lien, je passe en mode survie, je passe en mode danger, insécurité. Donc, je suis en train, en fait, de transposer un danger potentiel que je dois à tout prix éviter, qui n'existe pas, hein, mais que je dois à tout prix éviter. Et donc, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je dois faire pour éviter ça? Pour éviter, en fait, à la fin, d'être déçu, d'être pas bien, d'avoir la honte, d'avoir toutes ces émotions et ces sentiments qui peuvent me séparer de moi-même. Maintenant, si je commence à me dire: «Quoi qu'il se passe, qu'est-ce que je peux faire pour rester en lien avec moi?» Et ça, bizarrement, j'ai eu plusieurs expériences où je l'ai fait comme ça. J'ai eu mon bac du deuxième coup. La première année, quand j'ai pas eu mon bac, j'étais le seul à ne pas avoir son bac, à être à la fête du bac. Mais je ne voyais pas pourquoi je n'irais pas faire la fête. C'était terminé, c'était fini, et plutôt que de me punir parce que tu vois, parce qu'on fait ça, hein, on se punit du coup, hein. oui, Plutôt oui, que de oui. me punir, bah, je voulais pas rentrer dans ce schéma de récompense-punition. Je voulais pas, tu sais, souvent on nous dit, quand on réussit, il faut se féliciter et tout ça, sauf qu'inconsciemment ça engendre que, Et quand on si je réussit réussis, je pas, me félicite, mais si je réussis pas, est-ce que je me punis? On est dans le système récompense-punition. Alors, quand je réussis, je me félicite, bien sûr, je suis content. Mais quand j'échoue, comment je peux le plus rapidement recréer du lien à moi-même? Qu'est-ce que je vais préparer, quoi qu'il arrive, pour rester dans ce lien à moi? Et ça passe par aussi le corps, et l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, hein. Voilà, j'ai peur d'être déçu. Où est-ce qu'elle est la déception dans mon corps? D'accord? Où est-ce que je la ressens à ce moment-là? Tu ressens une déception, je sais pas, au niveau du plexus solaire? OK, avant la compétition, tu sais, va à la rencontre de cette déception qui est une potentielle souffrance qui peut arriver. Et comment tu peux lui donner énormément d'amour, de compassion, de lien pour te dire: «Tu sais, quand tu vas arriver, parce que tu arriveras un jour je serai déçu, je serai là pour toi». D'accord? Tu as le droit d'être comme ça et je serai là pour toi. Parce que ça va du coup minimiser l'enjeu qui est finalement l'enjeu de survie et surtout, bah, l'enjeu de l'expérience que je vais faire. Parce que cet enjeu est au-delà de l'histoire que je vais raconter, il est surtout dans l'expérience que je vais faire qui, elle, raconte l'histoire que je suis nul, quoi. Encore une fois. Ou cette fois-ci, ou alors il faut que je sois à la hauteur. Parce que vu le match qu'on a fait la dernière fois, cette fois-ci, si on rate, hein, franchement, quand on perd de quelques points contre la Lettonie, eh bien, derrière, il va falloir qu'on soit à la hauteur, quoi. Et on hmm, fait un putain de pourri de match, alors que les matchs après, ça va beaucoup mieux. Et quand on se rend absolument. compte que la Lettonie, finalement, c'était pas si mal que ça, Ok, eh oui. bien, on se dit que peut-être qu'on n'a pas été si mauvais que ça. On n'était Hmm. pas au niveau de notre potentiel, mais si j'avais pu très rapidement être en lien avec cette déception ou cette frustration, j'aurais pu utiliser cette énergie pour ce qui se passe après, plutôt que d'éviter que ça arrive et de me mettre de l'enjeu et de l'insécurité. Et on l'a dit tout à l'heure, si je suis en insécurité, je ne peux pas utiliser mon potentiel. Absolument. Et du coup, tu vois, on disait tout à l'heure, c'est sûr que si je suis en échec, alors quand on est en réussite, on se félicite du résultat obtenu, et ça sous-entend implicitement dans la tête et dans le corps que si je suis en échec, je me féliciterai pas, d'où l'intérêt de se fixer
des objectifs de moyens et d'engagement et pas forcément de résultats. Des objectifs de moyens, des objectifs d'engagement. Est-ce que je me suis donné à fond? C'est cette phrase qui était dans l'ancien Palais des Sports de Blois lorsque je jouais, qui était as-tu vraiment donné ton maximum? Ce qui est, pour le coup, par définition, le maximum de ce que je peux donner. Et si la réponse est oui, quel que soit le résultat, je dois me féliciter de ça parce que donner le mieux que l'on peut, ben, c'est en fait très pratiquement maximiser nos futures réussites qui elles-mêmes se matérialisent par des résultats avec des facteurs d'incertitude, des Ouais. adversaires, des arbitres ou en entreprise, des marchés concurrentiels, d'autres types d'acteurs et d'événements qui peuvent se présenter. Peut-être que du coup, ça permet de ne pas trop charger Ouais, bien sûr. émotionnellement la Bah, non-réussite. c'est ça, et ça minimise en rien l'ambition, hein. Exactement. Parce que du coup, c'est là où moi je me rends compte aussi en m'observant, où, l'ambition devient plus importante parce que justement, la hauteur, tu sais, être à la hauteur, du coup, je suis de plus en plus à l'aise à une hauteur plus grande, d'accord? Oui. Parce que je peux tomber de Oui. plus haut, c'est OK, d'accord? J'accepte, donc je vise plus haut aussi, hein. Alors Hmm. que si j'ai peur de tomber, je vais viser une hauteur où, voilà, soit je minimise pour pas être trop déçu, ou soit j'essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais si j'ai ce parachute-là qui est le lien à moi, mais je vais viser le plus haut, et avec ambition, et puis tu en parles dans tes conférences, et avec fierté, quoi. De dire, Ça- j'arrive pour gagner le tournoi. Bien sûr, c'est ça que je veux au fond de moi. Mais du coup, j'y vais pas avec un enjeu. Mon enjeu, il est de m'amuser, il est de performer, il est tu sais, de garder ce lien à moi quoi qu'il se passe. Et là, ça change beaucoup de choses parce que je peux très vite réagir aux situations, aux expériences que je suis en train de vivre. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis sur l'ambition, une belle et juste ambition, et oui, corrélée à la fierté que je traite souvent par ailleurs. Viser plus haut, tu viens de nous dire ça, viser plus haut en acceptant qu'on risque de tomber de haut, mais que c'est OK et que tu as utilisé cette belle image du parachute qui est ce lien à moi qui me permettra d'amortir la chute et de repartir pour essayer de viser Ouais, haut. Moi, j'aime l'idée d'aller viser haut et plus haut que ce qu'on pensait initialement et d'aller tutoyer, regarder dans les yeux des défis que potentiellement on se disait ouah, c'est chaud, c'est difficile. Et c'est là où ton approche est intéressante parce que si je me sens en sécurité, je peux regarder de haut un marché, un dossier, un projet, un adversaire, une équipe qui, même factuellement, sont presque inatteignables ouais, factuellement. Et si bien je suis en sûr, ouais, sécurité, je vais exactement. pouvoir y aller. Si je suis en insécurité, c'est certain que je vais y aller d'emblée en me disant, j'ai aucune chance. Tu sais, c'est souvent on parle de ça, c'est être à l'aise avec l'inconfort, hein, et moi j'ai le vertige, j'ai fait un saut, à Oui, l'élastique l'année dernière, ou il y a exact, 2 ans, je exact. sais plus, et pour justement stimuler mon système nerveux, me mettre moi-même en insécurité exprès, et en sautant juste après, je me suis dit: «OK, l'année prochaine, on fait celui à 180 mètres». Tu vois? Mais, alors qu'il y a une partie de moi qui dit: «Non, on a le vertige». Mais si, on peut y aller. On s'est démontré qu'on a les capacités, non pas d'y arriver, mais on a la capacité de garder le lien dans ces expériences-là. Donc c'est ça le plus important, et c'est là où on n'a plus rien à perdre. Ouais, aller tutoyer des environnements dans lesquels on se sent en insécurité pour ensuite s'auto-débriefer de la situation et se rendre compte qu'il n'y avait pas lieu de le vivre avec de l'insécurité, de la peur, des craintes et potentiellement des douleurs physiques ou autres, puisqu'on a bien réussi à le faire. Ouais, ouais, parce que le vrai échec, c'est vraiment la rupture de lien, à soi. Hmm, C'est vraiment ça le vrai échec. Des fois, on dit abandonner, tu sais, des phrases comme c'est: «Ah, le vrai échec, c'est abandonner». Quand on ouais. abandonne, c'est qu'on a rompu le lien à soi, on s'abandonne justement. Donc, le vrai échec, c'est ça, à travers notre physiologie. Lui, l'échec, c'est ça, hein, j'arrive pas à me maintenir dans un mode vie à ce moment-là. C'est ma fille qui dit toujours, moi de toute façon, j'abandonnerai pas, je n'abandonnerai pas, je suis pas quelqu'un qui abandonne. Donc c'est chouette là que tu dis ça. Et puis pour aller tutoyer les situations d'insécurité, ça peut être, comme tu l'as proposé dans certains de tes programmes, vivre des expériences de type Wim Hof dans le froid, Ouais, ou comme François Lemay nous l'avait fait vivre au Portugal, et ou, comme je l'ai fait avec Tony Robbins, ce sujet de la marche sur le feu. C'est juste se dire, sur quelque chose que je ne croyais pas possible, dans lequel je pensais qu'il y avait de l'insécurité, j'ai été capable de le faire, d'où l'empuissancement qui en l'occurrence m'est ouais. si cher. Et en plus, à travers dans les deux cas, des expériences directement liées avec le corps, pour le coup. Oui, c'est ça, le corps réagit tout de suite. Donc, soit on réagit, on surréagit à ça, ou soit justement on devient le serviteur de ce qui se passe. OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Hein, si je fais un bain glacé, bien sûr qu'il va vouloir sortir, bien sûr qu'il va croire qu'on va mourir, parce que lui, il sait pas qu'on va y rester que 2 minutes. Exact. Et en respirant, finalement, on s'y sent bien. Et en train de lui Mmh. dire: «Tu vois, pendant 2 minutes, c'est OK, on s'y sent bien».
Donc plus on apaise ça et plus on se rend compte que, bah, oui, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Génial. Tellement merci, Super Ludo. Tellement Bah, merci merci. à toi pour ton invitation. Mais c'est à chaque fois, alors dans des endroits un peu cadrés comme ça, on a ce type de discussion, ce type d'échange, mais mine de rien, tu vois, là, c'est comme d'habitude. C'est comme nos échanges qu'on peut avoir, Ouais, au bord de table, au bord d'une plage, et cetera. C'est toujours tellement riche et tellement, nourrissant et je suis très heureux, que tu aies bien volontiers, donné de ton temps c'était pour avec grand pouvoir plaisir. apporter à ma communauté parce que cette sagesse-là, cette explication que tu rends, accessible, simple, logique même, elle va forcément apporter beaucoup. Donc je vous invite à suivre, Ludo Leroux, sur tous ses réseaux sociaux. Parce que c'est vraiment quelqu'un d'hyper novateur qui se forme en permanence et qui décline systématiquement des nouvelles approches. On n'a même pas eu le temps de parler de la pleine confiance, mais les gens iront te voir et ils Ouais, iront plus loin sur le sujet. Mille merci Ludo, une excellente rentrée à toi et je merci te à dis à toi. très très vite. Avec grand plaisir. Merci à tout le monde. Bye bye. Salut Ludo.